Adieu par Honoré de Balzac. Allons, députés du centre, en avant. Il s'agit d'aller au pas accéléré si nous voulons être à table en même temps que les autres. Oh, le pied! Saute, marquis! Là, donc, bien! Vous franchissez les sillons comme un véritable cerf. Ces paroles étaient prononcées par un chasseur paisiblement assis sur une lisière de la forêt de l'Isle-Adam, et qui achevait de fumer un cigare de la Havane en attendant son compagnon, sans doute égaré depuis longtemps dans les halliers de la forêt. À ses côtés, 4 chiens haletants regardaient comme lui le personnage auquel il s'adressait. Pour comprendre combien étaient railleuses ces allocutions répétées par intervalles, il faut dire que le chasseur était un gros homme court, dont le ventre proéminent accusait un embonpoint véritablement ministériel. Aussi arpentait-il avec peine les sillons d'un vaste champ récemment moissonné, dont les chaumes gênaient considérablement sa marche. Puis, pour surcroît de douleur, les rayons du soleil qui frappaient obliquement sa figure y amassaient de grosses gouttes de sueur. Préoccupé par le soin de garder son équilibre, il se penchait tantôt en avant, tantôt en arrière, en imitant ainsi les soubresauts d'une voiture fortement cahotée. Ce jour était un de ceux qui, pendant le mois de septembre, achèvent de mûrir les raisins par des feux équatoriaux. Le temps annonçait un orage. Quoique plusieurs grands espaces d'azur séparassent encore vers l'horizon de gros nuages noirs, on voyait des nuées blondes s'avancer avec une effrayante rapidité, en étendant, de l'ouest à l'est, un léger rideau grisâtre. Le vent, n'agissant que dans la haute région de l'air, l'atmosphère comprimait vers les bas-fonds les brûlantes vapeurs de la terre. Entouré de hautes futaies qui le privaient d'air, le vallon qui franchissait le chasseur avait la température d'une fournaise. Ardente et silencieuse, la forêt semblait avoir soif. Les oiseaux, les insectes étaient muets, et les cimes des arbres s'inclinaient à peine. Les personnes auxquelles il reste quelques souvenirs de l'été de 1819 doivent donc compatir aux maux du pauvre ministériel, qui suait sang et eau pour rejoindre son compagnon moqueur. Tout en fumant son cigare, celui-ci avait calculé, par la position du soleil, qu'il pouvait être environ 5 heures du soir. « Où diable sommes-nous » dit le gros chasseur en s'essuyant le front et s'appuyant contre un arbre du champ, presque en face de son compagnon, car il ne se sentit plus la force de sauter le large fossé qui l'en séparait. « Et c'est à moi que tu le demandes » répondit en riant le chasseur couché dans les hautes herbes jaunes qui couronnaient le talus. Il jeta le bout de son cigare dans le fossé en s'écriant « Je jure par Saint-Hubert qu'on ne me reprendra plus à m'aventurer dans un pays inconnu avec un magistrat. Fût-il comme toi, mon cher d'Albon, un vieux camarade de collège. » « Mais, Philippe, vous ne comprenez non plus le français. Vous avez sans doute laissé votre esprit en Sibérie, » répliqua le gros homme en lançant un regard douloureusement comique sur un poteau qui se trouvait à 100 pas de là. « J'entends, » répondit Philippe, qui saisit son fusil, se leva tout à coup, s'élança d'un seul bond dans le champ et courut vers le poteau. « Par ici, d'Albon, par ici, demi-toi à gauche !» cria-t-il à son compagnon en lui indiquant par un geste une large voie pavée. « Chemin de Baillet à l'Isle-Adam, » reprit-il. « Ainsi nous trouverons dans cette direction celui de Cassan, qui doit s'embrancher sur celui de l'Isle-Adam. »« C'est juste, mon colonel, » dit M. d'Albon en remettant sur sa tête une casquette avec laquelle il venait de s'éventer. « En avant donc, mon respectable conseiller, » répondit le colonel Philippe en sifflant les chiens, qui semblaient déjà lui mieux obéir qu'au magistrat auquel il appartenait. « Savez-vous, monsieur le marquis, » reprit le militaire goguenard, « que nous avons encore plus de 2 lieues à faire. Le village que nous apercevons là-bas doit être Baillet. »« Grand Dieu !» s'écria le marquis d'Albon. « Allez à Cassan, si cela peut vous être agréable, mais vous irez tout seul. Je préfère attendre ici, malgré l'orage. Un cheval que vous m'enverrez du château. » « Vous vous êtes moqué de moi, ceci. Nous devions faire une jolie petite partie de chasse, ne pas nous éloigner de Cassan, fureter sur les terres que je connais. Bah, au lieu de nous amuser, vous m'avez fait courir comme un lévrier depuis 4 heures du matin. Et nous n'avons eu pour tout déjeuner que 2 tasses de lait. Ah, si vous avez jamais un procès à la cour, je vous le ferai perdre, eussiez-vous 100 fois raison. » Le chasseur, découragé, s'assit sur une des bornes qui était au pied du poteau, se débarrassa de son fusil, de sa carnassière vide et poussa un long soupir. « France, voilà tes députés !» s'écria en riant le colonel de Sucy. « Ah, mon pauvre d'Albon,
Si vous aviez été comme moi 6 ans enfant de la Sibérie... » Il n'acheva pas et leva les yeux au ciel, comme si ses malheurs étaient un secret entre Dieu et lui. « Allons, marchez, ajouta-t-il. Si vous restez assis, vous êtes perdu. Que voulez-vous, Philippe? C'est une si vieille habitude chez un magistrat. D'honneur, je suis excédé. Encore si j'avais tué un lièvre. » Les deux chasseurs présentaient un contraste assez rare. Le ministériel était âgé de 42 ans et ne paraissait pas en avoir plus de 30, tandis que le militaire, âgé de 30 ans, semblait en avoir au moins 40. Tous deux étaient décorés de la rosette rouge, attribut des officiers de la Légion d'honneur. Quelques mèches de cheveux, mélangées de noir et de blanc comme l'aile d'une pie, s'échappaient de dessous la casquette du colonel. De belles boucles blondes ornaient les tempes du magistrat. L'un était de haute taille, sec, maigre, nerveux, et les rides de sa figure blanche trahissaient des passions terribles ou d'affreux malheurs. L'autre avait un visage brillant de santé, jovial et digne d'un épicurien. Tous deux étaient fortement hâlés par le soleil, et leurs longues guêtres de cuir fauve portaient les marques de tous les fossés, de tous les marais qu'ils avaient traversés. « Allons !» s'écria M. de Sucy, « en avant ! Après une petite heure de marche, nous serons à Cassan, devant une bonne table. »« Il faut que vous n'ayez jamais aimé, » répondit le conseiller d'un air piteusement comique. « Vous êtes aussi impitoyable que l'article 304 du Code pénal. » Philippe de Sucy tressaillit violemment. Son large front se plissa. Sa figure devint aussi sombre que l'était le ciel en ce moment. Quoiqu'un souvenir d'une affreuse amertume crispât tous ses traits, il ne pleura pas. Semblable aux hommes puissants, il savait refouler ses émotions au fond de son cœur et trouvait peut-être, comme beaucoup de caractères purs, une sorte d'impudeur à dévoiler ses peines, quand aucune parole humaine n'en peut rendre la profondeur et qu'on redoute la moquerie des gens qui ne veulent pas les comprendre. M. d'Albon avait une de ces âmes délicates qui devinent les douleurs et ressentent vivement la commotion qu'elles ont involontairement produite par quelque maladresse. Il respecta le silence de son ami, se leva, oublia sa fatigue et le suivit silencieusement, tout chagrin d'avoir touché une plaie qui probablement n'était pas cicatrisée. « Un jour, mon ami, » lui dit Philippe en lui serrant la main et en le remerciant de son muet repentir par un regard déchirant, « un jour, je te raconterai ma vie. Aujourd'hui, je ne saurais. » Ils continuèrent à marcher en silence. Quand la douleur du colonel parut dissipée, le conseiller retrouva sa fatigue. Et avec l'instinct, ou plutôt avec le vouloir d'un homme harassé, son œil sonda toutes les profondeurs de la forêt. Il interrogea les cimes des arbres, examina les avenues, en espérant y découvrir quelque gîte où il pût demander l'hospitalité. En arrivant à un carrefour, il crut apercevoir une légère fumée qui s'élevait entre les arbres. Il s'arrêta, regarda fort attentivement et reconnut, au milieu d'un massif immense, les branches vertes et sombres de quelques pins. « Une maison! Une maison !» s'écria-t-il avec le plaisir qu'aurait eu un marin à crier « Terre! Terre !» Puis il s'élança vivement à travers un hallier assez épais, et le colonel, qui était tombé dans une profonde rêverie, l'y suivit machinalement. « J'aime mieux trouver ici une omelette, du pain de ménage et une chaise, que d'aller chercher à Cassan des divans, des truffes et du vin de Bordeaux. » Ces paroles étaient une exclamation d'enthousiasme arrachée au conseiller par l'aspect d'un mur dont la couleur blanchâtre tranchait, dans le lointain, sur la masse brune des troncs noueux de la forêt. « Ah! Ceci m'a l'air d'être quelque ancien prieuré !» s'écria de réchef le marquis d'Albon en arrivant à une grille antique et noire, d'où il put voir, au milieu d'un parc assez vaste, un bâtiment construit dans le style employé jadis pour les monuments monastiques. Comme ces coquins de moines savaient choisir un déplacement. Cette nouvelle exclamation était l'expression de l'étonnement que causait au magistrat le poétique ermitage qui s'offrait à ses regards. La maison était située à mi-côte, sur le revers de la montagne, dont le sommet est occupé par le village de Nerville. Les grands chênes séculaires de la forêt, qui décrivaient un cercle immense autour de cette habitation, en faisaient une véritable solitude. Le corps de logis jadis destiné aux moines avait son exposition au midi. Le parc paraissait avoir une quarantaine d'arpents. Auprès de la maison régnait une verte prairie, heureusement découpée par plusieurs ruisseaux clairs, par des nappes d'eau gracieusement posées et sans aucun artifice apparent. Çà et là s'élevaient des arbres verts aux formes élégantes, aux feuillages variés, puis des grottes habilement ménagées, des terrasses massives avec leurs escaliers dégradés et leurs rampes rouillées,
imprimait une physionomie particulière à cette sauvage Thébaïde. L'art y avait également uni ses constructions aux plus pittoresques effets de la nature. Les passions humaines semblaient devoir mourir au pied de ces grands arbres qui défendaient l'approche de cet asile au bruit du monde comme ils y tempéraient les feux du soleil. Quel désordre, se dit M. d'Albon, après avoir joui de la sombre expression que les ruines donnaient à ce paysage qui paraissait frappé de malédiction. C'était comme un lieu funeste abandonné par les hommes. Le lierre avait étendu partout ses nerfs tortueux et ses riches manteaux. Des mousses brunes, verdâtres, jaunes, rouges répandaient leurs teintes romantiques sur les arbres, sur les bancs, sur les toits, sur les pierres. Les fenêtres vermoulues étaient usées par la pluie, creusées par le temps. Les balcons étaient brisés, les terrasses démolies. Quelques persiennes ne tenaient plus que par un de leurs gonds. Les portes disjointes paraissaient ne pas devoir résister à un assaillant. Chargées des touffes luisantes du gui, les branches des arbres fruitiers négligés s'étendaient au loin sans donner de récolte. De hautes herbes croissaient dans les allées. Ces débris jetaient dans le tableau des effets d'une poésie ravissante et des idées rêveuses dans l'âme du spectateur. Un poète serait resté plongé là, dans une longue mélancolie, en admirant ce désordre plein d'harmonie, cette destruction qui n'était pas sans grâce. En ce moment, quelques rayons de soleil se firent jour à travers les crevasses des nuages, illuminèrent par des jets de mille couleurs cette scène à demi sauvage. Les tuiles brunes resplendirent, les mousses brillèrent, des ombres fantastiques s'agitèrent sur les prés, sous les arbres. Des couleurs mortes se réveillèrent, des oppositions piquantes se combattirent, les feuillages se découpèrent dans la clarté. Tout à coup, la lumière disparut. Ce paysage, qui semblait avoir parlé, se tut et redevint sombre, ou plutôt doux comme la plus douce teinte d'un crépuscule d'automne. « C'est le palais de la Belle au bois dormant », se dit le conseiller qui ne voyait déjà plus cette maison qu'avec les yeux d'un propriétaire. « À qui cela peut-il donc appartenir ? Il faut être bien bête pour ne pas habiter une si jolie propriété. » Aussitôt une femme s'élança de dessous un noyer planté à droite de la grille, et sans faire de bruit, passa devant le conseiller aussi rapidement que l'ombre d'un nuage. Cette vision le rendit muet de surprise. « Eh bien, d'Albon, qu'avez-vous » lui demanda le colonel. « Je me frotte les yeux pour savoir si je dors ou si je veille, » répondit le magistrat en se collant sur la grille pour tâcher de revoir le fantôme. « Elle est probablement sous ce figuier, » dit-il en montrant à Philippe le feuillage d'un arbre qui s'élevait au-dessus du mur à gauche de la grille. « Qui, elle ?»« Eh, puis-je le savoir ?» reprit M. d'Albon. « Il vient de se lever, là, devant moi, » dit-il à voix basse, « une femme étrange. Il m'a semblé plutôt appartenir à la nature des ombres qu'au monde des vivants. Elle est si svelte, si légère, si vaporeuse, qu'elle doit être diaphane. Sa figure est aussi blanche que du lait. Ses vêtements, ses yeux, ses cheveux sont noirs. Elle m'a regardé en passant, et quoique je ne sois point peureux, son regard immobile et froid m'a figé le sang dans les veines. « Est-elle jolie ?» demanda Philippe. « Je ne sais pas. Je ne lui ai vu que les yeux dans la figure. »« Au diable, le dîner de Cassan !» s'écria le colonel. « Restons ici. J'ai une envie d'enfant d'entrer dans cette singulière propriété. Vois-tu ces châssis de fenêtres peints en rouge, et ces filets rouges dessinés sur les moulures des portes et des volets? Ne semble-t-il pas que ce soit la maison du diable? Il aura peut-être hérité des moines. Allons, courons après la dame blanche et noire. En avant !» s'écria Philippe avec une gaieté factice. En ce moment, les deux chasseurs entendirent un cri assez semblable à celui d'une souris prise au piège. Ils écoutèrent. Le feuillage de quelques arbustes froissés retentit dans le silence, comme le murmure d'une onde agitée. Mais quoiqu'ils prêtassent l'oreille pour saisir quelque nouveau son, la terre resta silencieuse et garda le secret des pas de l'inconnu si toutefois elle avait marché. « Voilà qui est singulier !» s'écria Philippe en suivant les contours que décrivaient les murs du parc. Les deux amis arrivèrent bientôt à une allée de la forêt qui conduit au village de Chauvry. Après avoir remonté ce chemin vers la route de Paris, ils se trouvèrent devant une grande grille et virent alors la façade principale de cette habitation mystérieuse.